France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF, l'émission qui vous parle et qui parle de vous jusque 18h sur France Maghreb 2. Pour m'accompagner aujourd'hui, Hanan Zawani, bonjour Hanan. Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et auditrices. Ainsi que Anissa Rigui, bonjour Anissa. Bonjour tout le monde. Et nous accueillons avec nous un invité qu'on est ravi d'avoir dans notre studio aujourd'hui, ravi qu'il accepte de répondre à nos questions. Marwan Mohamed, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci à vous de votre invitation. Alors, histoire de faire un peu connaissance avec vous, vous êtes né à Paris, vous êtes un pur Parisien, un fidèle supporter du PSG donc. Pas du tout. D'accord, ça commence bien. Non, j'essaie de rester dans une neutralité footballistique, mais j'ai pas envie de me phraser avec qui que ce soit là-dessus. Alors je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à en venir aux mains, donc on va rester sage là-dessus. Parce qu'ici il y a une équipe OM, une équipe PSG. Voilà. Donc, vous êtes né en 1978, vous êtes d'origine égypto-algérienne, ouais. De père égyptien, de mère algérienne. Alors vous avez un parcours assez impressionnant, j'ai envie de dire, puisque vous avez été un ancien trader. Là, ça vous fait un premier point commun avec Emmanuel Macron. Vous avez travaillé dans une grande banque pendant 6 ans. Oui, pendant 5-6 ans, dans 2 banques, Société Générale et HSBC. Voilà. Vous étiez également enseignant à l'école d'ingénieurs. Oui. Diplomate aussi au sein de l'OSCE. Et vous avez été donc directeur exécutif du fameux CCIF. Pendant quelques années d'ailleurs. Le CCIF, c'est vraiment une organisation qui vous tient particulièrement à cœur. Beaucoup. J'ai vu un peu de loin la genèse du CCIF parce qu'à l'époque je vivais à Tokyo en 2003-2004 quand le CCIF s'est créé, et puis ensuite quand j'ai commencé à m'engager dans des causes de droits humains et contre les racismes, le CCIF ça a été l'association où je me suis senti bien et je me suis senti utile, donc elle me tient particulièrement à cœur. Vous êtes de formation mathématiques, financière et statistique. Ça veut dire quoi exactement? En fait, les statistiques et les probabilités, c'est ma spécialité. C'est en fait les probabilités, c'est la mécanique de l'incertain. Comment est-ce qu'on évalue les chances de survenance d'événements ou de phénomènes qui sont incertains? Et puis ensuite, les statistiques, c'est l'analyse des faits et de séries de faits qui se sont réalisés. Et ça permet un petit peu de poser une grille rationnelle sur des phénomènes de société que le plus souvent on évalue sur le terrain de l'opinion. Voilà. Et vous êtes aussi l'auteur de 2 livres. Voilà, que vous pouvez trouver évidemment partout. Alors Full Express, Marwan, c'est quoi exactement? Parce que c'est une association dont on parle de temps à autre, qui a un vrai impact auprès de certaines personnes qui ont eu la chance d'accéder aux formations, notamment aux formations d'autodéfense intellectuelle. Donc juste un petit mot peut-être bien là-dessus. sûr. Donc Full Express, déjà c'était un blog puis un livre. C'est tiré de l'expression full modamas, le plat égyptien, et c'était un blog où je racontais un peu c'est quoi la vie en entreprise, le monde de la finance, et au fur et à mesure ça a donné un livre, et puis les lecteurs du livre, ils ont eu cette idée de monter une association pour réaliser un certain nombre des idées qui étaient dans le livre. Et l'une des idées, c'était de mettre l'éducation au cœur de la vie en société, y compris l'éducation populaire, et donc les formations y compris d'autodéfense intellectuelle à laquelle beaucoup de personnes ont participé. C'était une manière de dire même quand on est adulte, on continue à apprendre à s'exprimer, apprendre à communiquer, et pourquoi pas le faire ensemble. Voilà. En tout cas, encore merci d'avoir accepté notre invitation, et vous allez le comprendre très vite. Ici, nous posons des vraies questions sans agressivité. Nous sommes là juste pour essayer de comprendre des questions que finalement le grand public se pose. Et à ce titre, nous sommes permis de poser la question du jour auprès des auditeurs aujourd'hui. Légèrement un poil provocatrice certes, mais en tout cas extrêmement intéressante sur le fait, souhaiteriez-vous que Marwan Mohamed occupe un poste au sein de la nouvelle organisation de l'islam de France que souhaite proposer Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez une petite idée du résultat, mon cher Marwan? Non, pas du tout. Je découvre votre sondage. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on me sonde aussi sur Ah non, c'est non. On va vous sonder. C'est pas le but. On va vous sonder. Alors, justement, Hanan nous dira les résultats tout à l'heure. Mais justement sur cette organisation, on va directement dans le vif du sujet. Que qu'entend proposer Emmanuel Macron? On a évidemment des bruits, mais pas de certitude pour l'heure.
il y a des noms qui reviennent, il y a vraiment toute une structure qui se prépare visiblement. Que pensez-vous? Quel est votre regard et votre approche concernant cette nouvelle organisation que souhaite impulser Emmanuel Macron? Je regarde ça avec l'intérêt d'un citoyen de manière générale pour les positions de l'État et pour ce que fait le gouvernement. Mais je suis sorti dans ma vie d'adulte du cycle où j'espérais et j'attendais de la part du gouvernement qu'il organise des choses et des sujets qui nous concernent en premier lieu. Donc plutôt que d'être dans une attitude réactive où on attend les annonces du gouvernement et on les commente positivement, négativement et on se détermine par rapport à ça, je m'intéresse plus à ce que pensent et à ce que souhaitent les musulmans et à ce qu'on réalise du coup des projets et des structures qui sont en adéquation avec ces besoins-là, plutôt que d'être dans une approche sans cesse réactive et de se plaindre d'une situation donnée. C'est ce que vous avez fait au travers de la consultation que vous avez lancée le 9 mai dernier. Exactement. Maintenant, au choix des personnes et des idées et de la vision que le gouvernement souhaite mettre en œuvre en matière d'organisation de l'islam et des musulmans, clairement, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on va pouvoir peut-être évoquer ensemble dans le... Absolument. Comptez sur nous pour ça. Alors, vous êtes une personne qui passait pas inaperçue. Pour certains d'ailleurs observateurs, vous êtes une personne controversée. On vous soupçonne notamment de promotionner l'islam politique. Ouais, mais ça c'est le nom de code maintenant. Bon, alors controversé. Alors, qu'est-ce que l'islam politique? Ouais, alors voilà, on va rigoler un peu, mais venez, on le prend au sérieux pendant une seconde. D'abord, la notion de controversé, maintenant, elle est adossée à tout sujet ou à toute personne qui crée des désaccords, y compris et qui déplaît à des groupes racistes. Donc maintenant, n'importe quel musulman, n'importe quel noir, n'importe quel arabe, n'importe quelle personne issue des quartiers populaires, ça va être tout de suite quelqu'un taxé de controversé, tout simplement parce qu'il va venir formuler des critiques vis-à-vis de l'opinion raciste ou de l'opinion marginale sur ces sujets-là. Ensuite, l'islam politique, en clair, c'est devenu le nom de code de toute personne de confession musulmane ou supposée de confession musulmane qui exprime un désaccord. Manel, la chanteuse, c'est l'islam politique en musique. Rokhaya Diallo, c'est l'islam politique qui participe au conseil du numérique. Yacine Bellatar, humoriste, c'est l'islam politique parce qu'il fait rire avec des blagues, y compris sur les musulmans. Et n'en parlons pas de tout ce qui est imam, prédicateur, intervenant ou intellectuel musulman. Donc, je prends l'ensemble de ces qualifications, je les mets dans un grand sac et je les jette à la poubelle avec les gens qui les utilisent. Voilà. Alors, cette controverse, on la ressent effectivement. Vous faites partie des personnalités comme Ménel et comme autres qui sont sujettes à controverse, voire même à attaque. Par contre, moi, ce qui m'a surpris lors du lancement de la consultation, de la grande consultation des musulmans, c'est que sur mon mur Facebook et puis même sur d'autres murs, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait même une controverse à votre rencontre. D'un point de vue personnalité, en tout cas, si j'ai bien compris, à l'intérieur même de la communauté. Et là, c'est un peu plus difficile. Comment vous l'expliquez? Bon, alors, il faudrait que je regarde dans le détail. De manière générale, moi, je suis très ouvert aux critiques. Il y a pas de souci. Puis surtout, je fais partie de ceux qui ont la chance d'avoir accès à la parole publique et de ceux qui sont capables de s'exprimer et de faire passer leur point de vue. Donc ça convoque aussi la responsabilité d'être à l'écoute, y compris des critiques. Donc là-dessus, s'il y en a, je pourrais y répondre de manière substantielle. Marwan, bizarrement, étonnamment, c'était Tariq Ramadan a laissé la place. Il arrive pour prendre la place de Tariq Ramadan. Oui, bon, d'un côté, Tariq Ramadan, il a occupé un terrain médiatique et communautaire et intellectuel pendant des dizaines d'années, et cette place, elle a été convoitée par personne. Et puis, il y a plein d'autres personnes qui existaient et qui sont dans des styles différents, dans des contributions différentes. C'est marrant parce que cette critique, elle revient aussi dans la bouche de médias de droite, voire parfois de droite dure, comme s'il y avait cette obsession de remplacer un homme arabo-musulman par un autre homme arabo-musulman, alors même que les communautés musulmanes, leur première caractéristique, c'est leur diversité. Donc moi, je veux le poste de personne. Je convoite la place de personne. J'espère avoir mon opinion à moi, mon parcours à moi, peut-être quelques compétences à mettre au service de l'intérêt commun. Et pour parler de Tariq Ramadan, on n'a pas exactement le même parcours, pas exactement les mêmes. Quels sont vos liens avec lui? Compétences. On avait des liens de conférenciers où on intervenait parfois ensemble. On avait des conversations lors de ces conférences. En tant que musulman lambda,
à titre personnel, j'ai beaucoup bénéficié de ses discours, de ses écrits, notamment ceux pendant les années 90 de comme 2000, beaucoup d'entre nous, où oui. il a incarné réellement cette capacité à articuler un discours citoyen avec des valeurs musulmanes. Et pour moi, en plus de l'éducation de mes parents, en plus de l'éducation de nos enseignants, nos profs et tout ça, Tariq Ramadan, il a incarné une forme de discours qui était inspirant de ce point de vue-là. Donc ça aussi, il faut pas le renier. Et aujourd'hui, le fait de le voir en prison, le fait de voir qu'il y a une justice quand même qui est un peu particulière à son encontre. Bah, je vois clairement qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Autant pendant tout l'ensemble du dossier, il a fallu tenir à peu près la double position. D'une part, prendre au sérieux la question des violences sexuelles qui visent des femmes dans toutes les catégories de la société, et de l'autre, respecter la présomption d'innocence concernant Tariq Ramadan sur le fond du dossier. Et puis aussi la gravité du moment, parce que je pense que tout le monde et toutes les personnes qui sont attachées à la justice sont aussi attachées au fait que cette justice elle soit impartiale et qu'elle sombre pas parfois dans l'acharnement des méthodes, y compris quand une personne est gravement malade, y compris quand une personne est clairement visée. Donc mon souhait sur ce dossier, il est que la justice fasse son travail sans la moindre complaisance, quelle que soit l'issue du dossier. 2, qu'il y ait un traitement impartial et clair et humain, y compris vis-à-vis de la condition sanitaire de Tariq Ramadan. 3, que ça serve de leçon collectivement, à la fois sur le traitement des femmes de manière générale, sur le traitement des personnalités publiques de manière particulière, et que, comme des gens qui sont dignes et responsables, on se serve d'épisodes parfois très douloureux comme celui-ci pour tirer des leçons et des enseignements. Marwan Mohamed qui est avec nous sur France Maghreb 2 dans l'émission de LGF. J'ai encore quelques questions à vous poser avant de vous laisser entre les bonnes mains de Hanan Zawani et de Anis Arigui, qui elles aussi ont des questions à vous poser, plus par rapport à la consultation que vous lancez. À tout de suite sur France Maghreb 2, juste après la pub, on est de retour. LGF, le grand forum avec notre invité Marwan Mohamed qui est avec nous. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, hein, l'accent est bon? Oui, c'est bon, c'est correct. Ouais, parce qu'il faut faire attention, il y a un Marwan Mohamed et un Marwan Mohamed. Ouais. Voilà. Précision apportée. Exactement. On est 2 homonymes, il y a un sociologue et puis moi, et puis on porte le même nom. Et vous êtes rencontrés d'ailleurs les deux? Oui, on se connaît très bien. Ouais. Et c'est devenu rigolo parce que on travaille des fois sur des sujets connexes, et on collectionne en fait les confusions, les anecdotes où on prend l'un pour l'autre et tout ça, et donc ouais. Voilà. Alors, cher Marwan Mohamed qui est avec nous aujourd'hui, la question du jour, ma chère Hanan. Oui. Qui est à savoir une espèce de sondage qu'on a fait auprès de nos auditeurs sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, à savoir, souhaiteriez-vous que Marwan Mohamed occupe un poste au sein de la nouvelle organisation que va proposer Emmanuel Macron? Et la réponse, Hanan? Alors effectivement, à la question, souhaiteriez-vous que Marwan Mohamed occupe une responsabilité dans la réorganisation de la gestion de l'islam en France que va proposer le président Emmanuel Macron? Bah écoutez, sur Facebook, 74% de oui, Marwan, et sur Twitter, 55% de oui, donc plutôt un oui massif. Quelle est votre réaction? Et on a eu beaucoup de votes et de partage sur cette question. Quelle est votre réaction? Bah, j'ai pas postulé pour le job, quoi. Et est-ce que ça peut vous donner des envies éventuellement? Non, pas du tout. Mais par contre, il y a deux choses que je peux dire là-dessus. Ouais. La première, c'est que d'abord, je remercie les gens de leur confiance, des personnes qui se sont exprimées, de leur soutien, de leur confiance. Bien entendu, ça me touche, c'est gentil, et je prends ça très au sérieux. Maintenant, il faut arrêter d'essayer d'abord de personnifier et d'incarner en fait des choses et des sujets qui nous concernent tous. Puis il faut aussi être conscient et respecter le fait que quand une personne n'a pas envie d'occuper ce type de responsabilité, c'est elle aussi que ça concerne en premier lieu. Si les gens apprécient mon travail et s'ils soutiennent par milliers, par dizaines de milliers quand j'essaie d'initier ou de lancer un projet, c'est parce qu'aussi je pense qu'ils comprennent que je leur fais jamais des fausses promesses et j'essaie jamais de me servir de ces positions, y compris des positions de visibilité, pour faire avancer mon petit parcours personnel ou mes intérêts personnels. Et que je pense pas à l'heure actuelle qu'un job de conseiller auprès du gouvernement ou de secrétaire d'État ou de conseiller ou de staff dans l'équipe de monsieur Macron me permettrait de faire un travail serein là-dessus, comme sur d'autres questions, y compris sociales, économiques. Donc aujourd'hui, vous dites sur France Maghreb 2 que selon ce que va faire et proposer Emmanuel Macron, s'il fait appel à vous, ça sera non.
clairement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler au service des musulmans et de rendre compte d'abord aux communautés musulmanes en premier lieu dans le cadre de cette consultation. Oui, clairement, ça sera non de travailler pour Emmanuel Macron ou d'être staffé par l'État. Ça ne m'intéresse tout simplement pas. Alors, quel est le sens justement de la démarche qui consiste à recueillir, je dirais, voilà, l'ensemble des, j'ai presque envie de dire suffrages de la communauté musulmane à travers cette consultation que vous avez lancée au sujet de questions plutôt précises sur les institutions, sur les personnes et autres. Quel est le sens de cette démarche si derrière cela, s'il n'y a aucune traduction politique incarné essentiellement par vous, puisque vous êtes à l'initiative justement de cette démarche-là. Voilà, moi je me pose la question du sens. Qu'est-ce que Anissa, bravo. Il y a 4 questions importantes, il y a 4 questions fondamentales en une. Je vais essayer d'y répondre vraiment de manière très pédagogique. D'abord, c'est pas parce que on fait les choses sans nécessairement les inscrire dans un rapport vertical au gouvernement qu'il n'y a pas de traduction politique. Le fait de mener et d'initier avec un ensemble et avec une équipe une consultation auprès des musulmans, c'est aussi un acte dans un contexte politique donné. C'est une manière de dire que on n'a pas besoin qu'on nous explique comment on s'organise. On est des adultes et on s'organise nous-mêmes. Ça en soi, dans ce contexte, c'est un acte politique. Il y avait une autre consultation à côté qui était aussi prévue en tout cas. Je découvre que même le gouvernement est en train de lancer une concertation des musulmans et puis une consultation et ainsi de suite. Donc ça c'est intéressant aussi. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que les musulmans de manière générale, dans leur très grande diversité, on les connaît pas très bien. On a des intuitions, mais ces intuitions, elles sont pas nécessairement vérifiées par des faits. On dit les musulmans sont ceci, les musulmans pensent cela, les musulmans devraient faire ceci ou cela, mais en vérité, personne s'est inquiété de savoir ce que disaient, de ce que pensaient et de ce que voulaient réellement les musulmans. Donc c'est pour ça aussi qu'on a mené cette consultation. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont participé, y compris dans les mosquées et dans les associations sur l'ensemble du territoire, vous avez pu voir que cette parole, elle s'exprime librement. C'est une parole d'adulte, c'est une parole mature qui peut avoir des opinions différentes sur plein de sujets, mais qui est capable de se prendre en charge. Alors pour avoir participé justement à une consultation, c'est important aussi d'en faire part à nos auditeurs, cher Christophe. Donc effectivement, j'ai participé moi à la consultation à la mosquée de Bobigny, donc en plein mois de Ramadan. Donc une consultation qui a réuni à peu près entre 80 à 100 personnes. Donc des jeunes, des moins jeunes, des Arabes, des Noirs africains. Enfin c'était vraiment des Français des convertis, voilà. Donc c'était vraiment très large. Et effectivement, en termes de prise de parole, de conscience déjà de l'état de la communauté, déjà j'ai trouvé ça très pertinent en termes d'analyse déjà, et surtout en termes de propositions. On a senti vraiment une communauté, en tout cas sur là à Bobigny, qui était prête en tout cas à faire des propositions et à s'investir, et notamment qui posait la question, parce qu'il y avait une des questions qui a été posée, c'est avec un budget de, je sais plus, de 1 ou 10 millions d'euros, Marouane, qu'est-ce que vous en feriez? Donc autant la parole des anciens, on était sur des projets cohérents et construits, et autant sur la parole des jeunes, on entendait des jeunes qui se projetaient en disant bah oui, 1 million d'euros ou 10 millions d'euros c'est important, mais cette somme-là, on doit l'exploiter de la manière la plus efficace possible. Donc vous voyez bien à travers la question qui a été posée de l'utilisation de ce budget, puisqu'on visiblement vous a interpellé directement. Enfin, en tout cas, c'est moi qui posais la. En fait, c'est moi qui posais la question. En fait, lors des consultations en local, pour aider les gens à formuler des propositions, très concrètes, à un moment de la discussion, je leur pose la question. Je leur dis, de manière hypothétique, si on vous confiait 1 million d'euros pour mener un projet utile, vous commenceriez par quoi? Et comme le disait Hanan, il y avait des attitudes parfois contrastées où papa, maman étaient plutôt dans une logique, venez, on investit dans des murs, dans de la pierre, on a besoin de concevoir des infrastructures. Et puis on avait aussi des contributions où des gens nous disaient, bah voilà, moi si j'avais 1 million d'euros pour œuvrer au sein des communautés musulmanes, je créerais des activités économiques pour financer d'autres projets et qu'on soit dans des logiques beaucoup plus pérennes. Une autre personne disait, moi si j'avais 1 million d'euros, je fonderais un média qui serait pas un média musulman, mais qui serait un média en direction du plus grand nombre pour avoir autre chose que BFM et CNews pour parler de nos conditions. Alors, donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est cette parole qui s'exprime et qui se tourne vers des propositions pour le coup très concrètes et très réalistes. Avant de revenir plus en détail sur cette consultation que vous avez lancée, je le rappelle, le 9 mai dernier, votre réaction sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines, à savoir
l'État français a interpellé une dizaine d'individus d'extrême droite qui s'apprêtaient à commettre des attentats en direction et envers la communauté musulmane. Est-ce que la réponse, selon vous, de l'État était à la hauteur de la gravité des faits? Et comprenez-vous qu'aujourd'hui, la plupart de ces individus ont été relâchés et sont placés en liberté conditionnelle? On est très loin du compte, clairement. On a une situation gravissime et qui est très dangereuse, où on se rend compte qu'il y a des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules suprématistes blancs, des groupuscules qui veulent s'en prendre à des familles musulmanes, à des mosquées, à des femmes musulmanes dans la rue. On se rend compte que ces groupuscules sont infiltrés pour certains dans la police et dans l'armée, et on a un gouvernement qui relâche ces individus alors même qu'ils sont armés, formés et prêts à passer à l'action à l'encontre des musulmans. Ça envoie un signal qui est un signal, à mon sens, irresponsable, qui est un signal dangereux, et qui dit aux musulmans et aux musulmanes de notre pays que leur sécurité n'est pas suffisamment prise en compte. C'est très bien de mener des arrestations de 10 personnes alors qu'on réalise qu'il y a des centaines de personnes dans ces réseaux. C'est encore mieux de tirer les conséquences de ça et de dire qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, au sein des services de police, aujourd'hui, au sein des armées françaises, on a des groupuscules d'extrême droite prêts à passer à l'action, et que on n'a pas de moyens de prévention contre ça. Ça, c'est grave. Alors, une question que je me pose et que nous sommes un certain nombre aussi à se poser, quand vous étiez au CCIF, vous disiez que cette organisation était apolitique, religieux. Or, aujourd'hui, vous choisissez de vous mêler, alors le terme est peut-être pas adéquat, mais de vous occuper de questions cultuelles. En quoi en avez-vous la légitimité aujourd'hui de vous occuper du cultuel? Alors d'abord, le CCIF... Parce que vos parcours ne parlent pas pour vous, en l'occurrence. Votre formation ne joue pas en votre faveur. Alors le CCIF, il est resté lui droit dans ses bottes et il a respecté son mandat à la lettre. Jamais le CCIF ne s'est mêlé de questions de religion, et jamais quelqu'un du CCIF ne s'est donné la légitimité de ça. Le traitement des musulmans et l'organisation des musulmans, pour le coup, c'est pas nécessairement une question cultuelle. Aujourd'hui, il y a 75% des musulmans qui ne fréquentent pas une mosquée. Donc si on réduit le fait musulman de manière générale à une expression cultuelle, là pour le coup, on va avoir un effet de réduction qui nous trompe sur la réalité du terrain. Par ailleurs, il s'agit pas de donner des leçons de religion. Si vous suivez depuis le début, non, mais vous allez dans les mosquées quand même pour lancer votre consultation. Je vais dans la mosquée parce que ça reste un des lieux où il y a parfois des musulmans et ça reste intéressant de leur parler à eux. Ouais. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a deux parties dans le dispositif. Un dispositif en ligne qui va toucher une population dont on sait qu'elle est plus jeune, plus connectée, peut-être pas nécessairement impliquée sur le terrain des mosquées. Et puis, il faut aller aussi à la rencontre des gens. C'est pour ça qu'on a fait un tour de France, à la fois des mosquées mais aussi des associations. Et moi, je suis un musulman lambda parmi tant d'autres. J'ai aucune espèce de complexe à me rendre dans une mosquée pour parler à mes frères et sœurs. Donc là-dessus, qu'on soit bien conscient que organiser le culte musulman, ou sonder les musulmans, ou dialoguer avec les musulmans, c'est plus une affaire de gestion de projet, de conciliation, de consultation, beaucoup plus qu'une affaire théologique en tant que telle. Pas besoin de sortir des versets, il n'y a pas besoin de faire une analyse discursive ou rhétorique ou théologique pour savoir que, bah voilà, si on veut organiser le pèlerinage correctement, peut-être qu'il faudrait s'y prendre de manière à but non lucratif, ou peut-être qu'il faudrait prendre en compte le sentiment des pèlerins au retour de voyage. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous, au sortir du CCIF, donc vous lancez dans cette consultation, et donc vous choisissez d'aller dans le cultuel, et votre ami Sami Débat, lui, se lance en politique. Donc est-ce que le CCIF est un tremplin pour votre carrière respective? Si c'est un tremplin, c'est un tremplin, c'est plus un trampoline, et cette question, je vais la traiter quand même correctement et sur le fond. Merci. Donc quand Sami Débat il œuvre pendant 25 ou 30 ans dans le tissu associatif, ouais, sans strictement rien demander, et que le jour où, parce qu'il est enseignant, parce qu'il a une vie, parce qu'il a des opinions politiques, il lance une campagne, qu'on l'accuse de s'être servi du CCIF comme d'un tremplin à sa carrière, purée, d'abord c'est injuste, c'est pas du tout une réalité de terrain. Par ailleurs, ça fait un peu long, 30 ans pour un opportuniste qui aurait cherché à se servir de la condition des musulmans pour se faire valoir lui. Par ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont observé sa campagne à Garges-les-Gonesse, vous avez pu voir que il a été plébiscité, il a été porté par les quartiers populaires et par les communautés là-bas localement, pas uniquement pour la qualité de ses engagements associatifs, mais parce que beaucoup d'entre eux ont eu le plaisir de l'avoir comme professeur d'histoire géo et qu'ils ont vu que c'était quelqu'un de digne, d'engagé, au service de tous.
deux questions à vous poser. Ouais, juste réponds sur la deuxième partie quand même de votre question. Maintenant, le sujet il est simple. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai pas la moindre velléité de leadership ou de prise de responsabilité. D'ailleurs, j'ai annoncé en préambule à l'avance que je souhaitais occuper aucune responsabilité dans une organisation qui se créerait. Ça fait des mois que je travaille de manière bénévole sur ce projet de consultation avec une quarantaine de personnes dans le groupe de travail. Croyez-moi, si j'avais envie de faire avancer mon intérêt personnel, peut-être que j'aurais dealé depuis longtemps un siège de député ou que j'aurais jamais arrêté le trading. Alors, donc à un moment donné, il faut juste essayer de prendre en compte les gens et de pas nécessairement leur faire un procès d'intention. Non, c'est pas un procès, c'est la question. Je parle pas de vous, Christophe, mais la question elle est très légitime. Je pense que la question elle est légitime parce que justement en lançant par exemple cette consultation, est-ce que vous érigez pas de fait comme le porte-parole de la communauté musulmane? Et donc, du coup, vous êtes visualisé par les... On sait qu'on a un certain problème avec les porte-paroles dans cette communauté. C'est pas un secret. Vous êtes visualisé comme ça par les pouvoirs publics. Ça, c'est clair. Mais il y a une différence entre la projection que l'on fait sur une personne et la réalité de l'engagement. Oui, c'est pour ça qu'on vous pose la question d'ailleurs. Si vous voyez, et encore une fois, je vous invite à observer, à participer aux consultations locales. À chaque fois que cette assignation à porte-parole là, elle m'est attribuée, je la rejette en bloc. Je suis le porte-parole de personne, je ne représente personne si ce n'est moi-même. Et si ma parole, elle porte et que des gens s'y retrouvent, ça me fait super plaisir. Mais ce qu'on dit, vous auriez le droit, à la limite, vous pourriez même. Non, mais je veux qu'on se libère de ça. Et d'ailleurs, ce que j'explique pendant les consultations, c'est que je pense pas qu'on a besoin de porte-parole, mais je pense pas qu'on a besoin de représentants, mais on a besoin de représentation. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir, en gros, pour simplifier, si je prends une photo instantanée des musulmans qui vivent en France, ça c'est le monde réel. Lorsque je rentre dans un espace de représentation, c'est-à-dire la télé, le journal, un média, n'importe lequel, j'ai besoin de trouver que la représentation est fidèle à la réalité. Donc ce que l'on dit aujourd'hui, c'est pas nécessairement qu'on a besoin de représentants. On n'a pas besoin de gens pour parler à notre place. Mais on a besoin que l'espace de représentation restitue la réalité du terrain. Les musulmans, c'est pas possible qu'ils intéressent les médias que lorsqu'ils sont une source de problème. Vous voyez l'islamité ou la religion des gens comme quelque chose de significatif journalistiquement lorsque on les affuble d'une criminalité ou d'une violence, mais par contre un médecin musulman ça n'existe pas. Un ouvrier musulman, ça n'existe pas. Un enseignant musulman, ça n'existe pas. Comme si, au bout du compte, on n'existait que en tant que problème et jamais en tant que solution. Donc c'est ça, ce décalage représentation sur lequel, personnellement, mon avis, c'est qu'on a moins besoin de représentants que de représentation. Mais Hanan, peut-être, tu as une opinion différente. Alors moi, j'ai une opinion différente. Donc j'ai entendu, effectivement, et je rebondis sur ta question, c'est est-ce que Marwan va rester après la consultation des musulmans? Sous-entendu, s'il reste, il nous a menti parce qu'il a annoncé qu'il allait partir. Donc s'il reste, en gros, la consultation ne vaut rien et on n'aurait pas envie de le suivre. Moi, la question que je me pose, peut-être aux auditeurs qui se la posent, et puis il y en a certainement qui ont cette réflexion, c'est pourquoi on aurait besoin absolument de faire sortir Marwan Mohamed des prochains projets. Si projet il y a aujourd'hui, lui comme un autre ou une autre, s'il a des compétences professionnelles et qu'il a une analyse de consultant aujourd'hui qui est réelle, parce que c'est un peu le rôle que tu as aussi à travers les médias, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi vouloir absolument qu'il sorte? Parce que tout simplement Marwan Mohamed dans la presse l'a dit que il entendait peut-être passer à d'autres projets et entamer une nouvelle carrière. C'est tout simplement ça qu'on se pose la question de manière légitime. Après, moi je pense qu'il y a une raison tout aussi légitime mais beaucoup plus profonde. C'est que en tant que musulman ou arabe, noir, converti, quartier populaire, on en a tellement marre, on n'en peut plus de voir des gens qui montent, gravissent des échelons, au bout du compte à la fin ils représentent qu'eux-mêmes et ils se servent de cette participation, et on est tellement saoulé de ça, on a tellement eu de trahison, on a tellement eu de ce type d'exemple qu'à la fin on voudrait juste pour une fois que quelqu'un fasse son travail proprement et qui passe la balle à d'autres oui, personnes. Surtout vous dites que c'est une démarche plutôt désintéressée en tout état de cause aujourd'hui, c'est vous, c'est vos propos, c'est pas les miens, et c'est la raison pour laquelle on vous pose justement la question de savoir à partir du moment où c'est désintéressé, qu'est-ce que vous comptez faire après? Et c'est pour ça que j'ai géré mon travail au CCIF de cette manière. J'ai pas quitté le CCIF quand je devais, j'ai quitté le CCIF quand je pouvais, en laissant quelqu'un qui était plus légitime que moi, tout aussi
compétent, voire beaucoup plus compétent que moi, Lila Charef, dans ce poste de oui, mais dans pour ce poste occuper de des direction. responsabilités, je dirais, politiques, beaucoup plus, enfin, je vais pas dire beaucoup plus importantes, en mais... l'occurrence, là, j'ai pas de responsabilité politique. Je suis un acteur de terrain qui, avec une trentaine d'autres personnes... L'exemple du CCIF est assez signifiant, puisque justement, vous dites que vous avez quitté le CCIF quand vous pouviez, et la suite du CCIF, on la connaissait un peu tous, en tout cas, Christophe l'a rappelé dans son introduction, c'est que vous avez occupé en effet un poste de diplomate, donc peut-être à responsabilité beaucoup plus importante que celle qui vous était échue dans le cadre du CCIF. Pour le coup, j'avais passé... Et en termes de représentation, c'est quand même... J'ai passé 4 ans de porte-parole là au CCIF où j'étais bénévole à l'époque, et puis les postes à l'OSCE, c'est pas des diplômes qu'on sort d'une pochette surprise. Il y a un concours, il y a des examens qu'on passe, on est classé là-dessus, donc c'est des recrutements au mérite, et donc mon travail au CCIF, il m'a donné une expérience particulière qui m'a facilité une meilleure connaissance de terrain, mais j'espère juste un minima que j'ai passé mes tests correctement et que j'ai rempli ma mission correctement. Alors, Marwan Mohamed, j'ai une question importante à vous poser. Une question très importante à vous poser. Oui. Sur le fait que Emmanuel Macron entend vouloir en finir avec ce qu'il appelle l'islam des consulats. En effet, vous n'êtes pas sans savoir, vous qui fréquentez beaucoup les mosquées en ce moment, qu'il y a une certaine guéguerre entre les Algériens, les Marocains, les Turcs. Que pensez-vous de cet islam des consulats? Et au-delà de ma question, je vous pose la question suivante, vous qui luttez et militez beaucoup contre l'islamophobie. Vous êtes rendu récemment en Turquie pour parler de l'islamophobie justement. Que pensez-vous d'un pays non européen, étranger, qui se mêle des questions d'islamophobie en Europe, alors même que, on le voit, le président Erdogan, fraîchement réélu, a entrepris une sacrée purge et emprisonné un certain nombre de personnes. Est-ce que ça pose problème, ça? Alors, dans l'ordre, d'abord la question sur l'islam consulaire. Il faut revenir à la genèse du CFCM, bon, qui précède 2003, mais qui prend vraiment son envol en 2003. À l'époque, Nicolas Sarkozy convoque les fédérations musulmanes, et dans le bureau d'à côté, il a des ambassadeurs avec lesquels il est en train de dealer qui va être le président du CFCM, et puis ensuite ça va être le tour de qui? Ça va être le tour. Plaque tournante, quoi. Et donc il y a cette double influence des États, des pays d'origine, et puis ensuite de l'État français, et les deux essayent de se servir des musulmans comme d'un relais d'influence politique. Et moi, ce que je dis, c'est que il faut rompre avec ces logiques verticales d'ingérence dans le culte et dans l'organisation des musulmans. C'est vrai pour nos pays d'origine, c'est aussi vrai pour l'État français, et apparemment Emmanuel Macron, il n'a pas compris que c'est pas uniquement l'influence des pays d'origine qu'il faut essayer d'évacuer, mais aussi celle du gouvernement français qui, jusqu'à aujourd'hui, donne des injonctions aux musulmans sur la manière dont ils devraient faire. Elle est à peine à 10%, en fait. Complètement. Et il faut réaliser qu'aujourd'hui, les gens qui financent les mosquées, des fidèles qui financent. Les gens qui financent les mosquées en France sont les fidèles qui vivent en France. Et lorsqu'il y a des dons étrangers, c'est des dons symboliques ou des dons individuels. C'est des dons qui servent à encourager les fidèles locaux par rapport au début d'un projet, mais la réalité c'est que sur les 100 plus grands projets de mosquées en France, ils sont financés en quasi-intégralité par des fidèles locaux qui font parfois des dons de leurs économies, même des petits dons, parce qu'ils comprennent les enjeux de cette construction d'infrastructures. Pour la Turquie. Donc, ensuite, pour la Turquie. Moi, de manière générale, je me permets pas de faire des commentaires sur les situations de politique intérieure dans nos pays d'origine ou dans les pays étrangers. Maintenant, il faut bien comprendre la fonction. C'est-à-dire, quand vous dites ça, ça veut dire que vous ne voulez pas entendre ce qui se passe en Turquie et le fait que le président se comporte quand même, j'allais pas dire comme un dictateur, mais en tout cas comme quelqu'un d'assez autoritaire. Moi, totalitariste. Je reprends pas les éléments de langage ni du point ni des journaux de droite durs en France vis-à-vis du président Erdogan. Je me contente d'analyser ce pourquoi j'ai un minimum d'expertise, en l'occurrence la lutte contre l'islamophobie. Ouais. Et ce que je dis, c'est que la Turquie a été très soucieuse de préserver ses citoyens qui vivent à l'étranger. Je rappelle que en Allemagne ou en France, il y a des communautés turques très importantes, et que la première motivation de la Turquie à se positionner dans la lutte contre l'islamophobie, ça a été de préserver leurs ressortissants. Il faut savoir que, pour vous donner une idée, dans les plus gros contributeurs à la lutte contre l'islamophobie au niveau européen, par exemple à l'OSCE, au budget sur l'islamophobie, il y a la Turquie, les États-Unis, l'Angleterre et la Suède par passage, l'Allemagne dans les années plus récentes. Et donc ça fait partie des États, non seulement qui prennent position contre l'islamophobie, mais qui sont aussi prêts à mettre la main à la poche lorsqu'il faut soutenir les organisations internationales dans ce Donc ça pose aucun problème. Donc que des États soutiennent la lutte contre l'islamophobie. Vous alliez dans un pays étranger parler d'islamophobie.
Je vais en Turquie, Europe. Je vais en Angleterre, je vais en Allemagne, je vais en Belgique, je vais aux États-Unis. Je vois pas pourquoi je stigmatiserais la Turquie en sachant bien que ça veut pas dire que je valide les opinions politiques des uns et des autres. Mais encore une fois, de la même manière que j'accepte pas que des États étrangers viennent nous expliquer à nous la manière dont on doit conduire les choses, je comprends que nos concitoyens turcs et nos amis turcs qui vivent à Istanbul, à Ankara ou ailleurs n'acceptent pas qu'on vienne leur donner des leçons sur la manière dont eux votent et pour qui ils votent. Je rappelle jusqu'à preuve du contraire que ces gouvernements sont élus. C'est pas à moi, Marwan Mohamed, militant associatif en France en 2018, de donner des leçons de démocratie à qui que ce soit dans le monde. Très bien, c'est entendu. Alors juste après la pub, on va rentrer dans les largeurs de cette consultation que vous avez lancée. La première question que j'ai envie de vous poser avant la pub, cette consultation, cette idée de consultation, de consulter en tout cas les musulmans, au-delà du but, vous avez d'ailleurs commencé à y répondre tout à l'heure, cette idée, on sait que ça a marché dans d'autres pays. Vous l'avez eu tout seul, vous avez été la chercher à l'étranger? Là, en l'occurrence, je suis pas allé la chercher à l'étranger, elle fait partie d'une tradition de consultation. Et ça, pour le coup, c'est aussi une tradition musulmane. C'est-à-dire que depuis l'émergence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis son travail de terrain, sa manière à lui sallallahu alayhi wa sallam de prendre des décisions, c'était de consulter les musulmans, de leur demander leur avis et de voir qu'est-ce qui émerge en termes de consensus. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, et j'ai trouvé que c'était aussi le bon format pour dire, au-delà du fait de ce qu'on pense, nous, responsables associatifs, imams, intellectuels, peut-être que nos intuitions, elles sont pas validées par le terrain. Et dans cette consultation, on aura le temps de le développer, il y a plein de choses sur lesquelles ces réalités de terrain sont venues contredire ou bien corriger un certain nombre d'opinions que j'avais auparavant. Et ça veut dire que c'était une bonne nouvelle et c'était une bonne raison aussi de la mener. Et justement, on va parler. La première question en réalité, c'est est-ce que les musulmans veulent d'une organisation ou pas? Et là, sur les réseaux sociaux, parce que c'est là qu'on a le ressenti des musulmans de France, c'est partagé. On a autant des personnes qui veulent effectivement organiser, mais là du coup ça prend des allures un petit peu plus politiques, ce qui est normal, hein, vu qu'on est, vu qu'on se ressent stigmatisé, opprimé, etc. Et de l'autre, et là c'est aussi une grande majorité des musulmans qui dit ça, qui dit que l'islam de toute manière se gère toute seule. Oui, foutez-nous la paix. Voilà. Alors on va en parler dans un instant, si vous permettez. Hanan, Anissa et Marwan Mohamed qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Il devra nous quitter un peu avant l'émission parce que Marwan Mohamed est très occupé. Hein. C'est vrai que vous, alors là, vous faites le tour de la France pour le coup. Hein. Ouais. Vous êtes en campagne électorale là. Complètement. Élu pour rentrer chez moi. Voilà. Dans un instant, donc de retour dans le LGF, et on va rentrer donc dans le sujet de cette consultation lancée le 9 mai dernier avec amis auditrices auditeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous appeler le 01 40 33 9000. Le LGF, le grand forum avec Hanan Zamani, aujourd'hui avec Anissa Rigui, et notre question du jour à laquelle vous continuez de répondre. On va savoir d'ailleurs si les résultats peut-être en fin d'émission ont changé ou pas, si vous avez réussi à convaincre davantage Marwan Mohamed, à savoir est-ce que vous souhaiteriez que Marwan Mohamed occupe un poste au sein de la nouvelle organisation qu'entend proposer Emmanuel Macron des instances de l'islam en France. Pour répondre à cette question, et on fera le point, pour l'instant vous êtes majoritairement à dire oui. Alors il y a un internaute, cher Christophe, qui répond surtout pas, on va nous le transformer en Boubacar. Voilà. La petite blague, voilà. Il a pris Boubacar, il aurait pu prendre pire, hein, ça va. Alors on va maintenant rentrer dans le vif du sujet de cette consultation que vous avez donc lancée le 9 mai dernier. Avec des questions que se posent, et nous sommes d'ailleurs réunis avec toute l'équipe du LGF, composée d'un certain nombre de militants que vous connaissez d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, et dont Anissa et Hanan vont se faire l'écho. Alors, Hanan. Alors la première question, c'est un thème plutôt, c'est au niveau de la transparence justement de cette consultation. Donc d'un point de vue financier, bon, la tradition française, elle veut qu'on parle pas trop d'argent, mais chez France Maghreb 2, on a plutôt l'habitude de mettre les pieds dans le plat. Donc comment a été financée cette consultation? Parce que elle prend en compte déjà de faire un questionnaire. Bon, ça à la rigueur, des capacités intellectuelles, il y a rien de compliqué, mais surtout le site internet qui est extrêmement bien fait, vos voyages. Voilà, donc 24 lieux sur toute la France en à peu près un mois, c'est pas mal. Donc ça suggère des frais. Donc est-ce que ça vient de votre cagnotte personnelle? Est-ce que derrière c'est le collectif que vous avez constitué qui a mis la main à la pâte? Comment ça s'est passé? Là pour l'instant on a tout payé de notre poche.
D'accord. Donc en gros, quand vous dites nous, c'est qui? C'est le groupe de travail ou individuellement. Par exemple, le développeur qui a créé le site internet, il a travaillé gratuitement. D'accord. Donc les gens qui se sont mobilisés pour faire le phoning auprès des mosquées, des associations ou qui viennent lors des consultations filmer tout ça, ils le font gratuitement. Quand je me déplace en province, je craque mes économies et je le fais parce que ça me semble important. Donc là-dessus, on voulait pas solliciter financièrement les gens parce que d'abord c'était la période de Ramadan et ils étaient très sollicités par ailleurs pour des sujets qui nous semblaient... Peut-être qu'on aurait pu solliciter les fidèles. Oui, je sais, et je pense pas qu'il y aurait eu un problème à ça, sauf que sur le principe, moi j'ai un principe de manière générale, j'aime bien montrer quelque chose de très concret et montrer qu'on apporte un vrai quelque chose avant de dire voilà, vous avez apprécié la manière dont on a mené ça, on aimerait le faire à plus grande échelle ou on aimerait le faire dans d'autres domaines parce que ça permet justement aussi de justifier pourquoi est-ce qu'on demande de l'argent aux gens. Et puis là en l'occurrence on pouvait se permettre de le faire, puis un développeur pour un site web de cette qualité, ça aurait coûté entre 7 et 10 000 euros. C'est pas un budget qu'on aurait pu réunir à court terme. Bon, en tout cas, si on retient bien le maître mot du lancement, en tout cas de cette consultation, c'est indépendance. Pas un centime de collecte, pas un centime de subvention, pas un centime du Qatar ou de la Russie ou de qui que ce soit. On paye tout de notre Alors c'est une question qu'on vous a souvent posée, Marwan. C'est Anissa l'a posée d'une autre manière. Est-ce que le fait d'être visible ne fait pas de vous le porte-parole officiel de la communauté musulmane de fait? Moi, je la structurerait différemment cette question. C'est pourquoi ne pas avoir justement structuré un collectif ou une association de manière transparente et pas avoir mis en avant des personnalités. Le souci qu'on a aujourd'hui avec le CFCM ou même avec l'UOIF, c'est qu'on donne absolument pas la place ni aux femmes ni aux jeunes. Et là, vous aviez l'occasion, vous, de mettre en avant des personnalités et malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, ça a été un plaisir pour nous de vous écouter, mais on a vu que vous. Comment ça se fait et pourquoi pas avoir créé une société une structure sur laquelle on peut pas venir vous attaquer? Un collectif, une association, ça met 10 minutes à être créé une association. Alors c'est un choix tactique du groupe de savoir que je suis dans une situation où pour le coup j'ai un réel privilège, c'est que j'ai à peu près des bonnes relations avec tout le monde et à moi on pouvait pas dire que j'ai un intérêt personnel ou j'ai un projet personnel puisque je suis le seul du groupe qui n'aura aucune espèce de responsabilité dans les projets qui sont à venir. Je serai peut-être bénévole, j'aiderai peut-être à mon temps dans mon temps libre sur tel ou tel aspect thématique où j'ai une expertise, mais je serai pas le porte-parole de qui que ce soit, je serais pas le président de qui que ce soit, je serais pas le secrétaire général de quoi que ce soit. Et donc ça me mettait dans une situation où lorsqu'on va auprès des mosquées, lorsqu'on va auprès des associations, lorsqu'on s'exprime en direction des gens, on peut leur dire voilà, on va faire ça. Et on est capable de vous dire que c'est totalement désintéressé puisque la personne qui l'initie est dans cette situation-là. Ensuite, l'autre chose, c'est parmi ceux qui ont un minimum de surface médiatique, je fais partie de ceux qui ont accès à cette parole-là. Or, et on a essayé. Si on veut vendre un sujet ou si on veut vendre une émission à une chaîne de radio ou une tribune à un média ou il faut que ce soit quelqu'un qui ait déjà un nom. C'est pas quelque chose dont je suis content, mais c'est une réalité dont il faut tenir. Mais justement, lors de vos passages dans les mosquées, vous étiez tout seul. Moi, je vous ai vu un peu tout seul, un peu accompagné. À Bobigny, on était juste en petite équipe. Dans d'autres mosquées, dans d'autres associations, on était des équipes beaucoup plus larges. Il y a des mosquées et des associations où c'est pas moi qui ai mené la consultation. Toute la relation avec les mosquées, avec les associations, c'est deux personnes, Amine et Naziha, qui, pour les responsables religieux qui nous écoutent, ont été en contact avec toutes ces structures de terrain. Et puis, en même temps, il fallait faire un choix tactique et stratégique, c'est-à-dire que si on annonce il y a tel imam, il y a tel responsable, telle dame qui est responsable associative, tel autre, le sujet c'est plus la consultation, ça va être les personnes qui la composent. Alors que là, de bout en bout dans notre communication, dans notre rapport aux médias, on a fait à peu près ce qu'on voulait et on a maintenu le focus exactement sur le sujet, à savoir la consultation des musulmans. Maintenant, dans les semaines et dans les mois qui viennent, il va falloir qu'il y ait un passage de témoins du point de vue de la communication pour que tous ces
visages et toutes ces personnes qui ont travaillé sur le fond du projet, sur sa préparation, sur sa mise en œuvre. Déjà, aujourd'hui, c'est combien de personnes à peu près? Il y a à peu près 25 personnes dans le comité de pilotage, comme je disais tout à l'heure, imams, cadres associatifs, intellectuels, entrepreneurs ou autres. De toute sensibilité, Marwan, parce que bon, nous on est sunnites, mais l'idéal c'est qu'on ait une vraie représentativité. Toute sensibilité. Donc des chiites, il y a aucun souci. S'il y a des chiites qui ont envie d'œuvrer là-dessus, moi j'ai pas de sectarisme vis-à-vis des musulmans. D'ailleurs, j'ai un critère qui est simple. Je considère comme musulman ou musulmane toute personne qui se considère comme musulman ou musulmane, et ils sont tous les bienvenus, qu'ils soient impliqués religieusement ou pas, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'elles portent le hijab ou pas, qu'ils soient de quelque sensibilité que ce soit, à partir du moment où ils sont capables de travailler en groupe. Donc 25 personnes dans ce comité de pilotage. Il y a une dizaine de personnes dans une équipe opérationnelle de travail au quotidien, de répondre aux mails, de répondre sur les réseaux sociaux, d'être capable de faire le phoning et l'organisation des événements. Et puis ensuite, il y a une dizaine de personnes dans le comité scientifique composé d'universitaires et de bénévoles, justement, pour ensuite traiter les résultats de la consultation. Vous les avez traités les résultats pour le moment ou pas? Pas encore. Là, on est en train de travailler sur des questions de méthodologie pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin en sortie. On a besoin d'abord de données, des analyses un peu quantitatives. On a aussi besoin de focus thématiques. Et comment est-ce qu'on va organiser justement ces focus thématiques? Est-ce qu'on les organise par ville? Est-ce qu'on les organise par question? Est-ce qu'on les organise par thème? Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle pour que le comité scientifique, dès les jours qui viennent, puisse commencer vraiment le fond du travail d'analyse. Mais allons dans le fond, parce que j'ai envie vraiment de comprendre votre démarche. À vous et à l'ensemble du collectif d'organigrammes qui travaille là-dessus. Finalement, c'est quoi le but? C'est de démolir le CFCM. C'est une fois que cette consultation sera terminée, quand vous allez, d'ailleurs, dites-nous quand est-ce que vous allez publier les résultats, ça nous intéresse. Et après, une fois que les résultats sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Ok, alors je réponds en deux temps. D'abord, c'est absolument pas de démolir le CFCM. Il n'y a pas de démarche de rejet ou de confrontation, ni même de concurrence avec des structures existantes. D'ailleurs, quoi que ce soit qui se construise demain, je pense pas que ça aura la prétention ni de remplacer le CFCM ni quoi que ce soit. Mais par contre, plutôt que de s'occuper de questions de représentation des musulmans et de rapport institutionnel avec l'État, venez, on change d'approche et on se dit plutôt de savoir qui représente les musulmans. Venez, on répond à la question qui œuvre au service des musulmans. Parce que les musulmans, ils rencontrent des problématiques très concrètes de où est-ce qu'on enterre nos morts, comment on traite nos personnes âgées. Ça, c'est pas au CFCM de le faire, pour répondre à ces questions-là? Théoriquement, dans son mandat initial, oui, sauf qu'après 15 ans d'existence, donc on a toujours... qu'ils font pas leur travail comme il se doit, et donc, à ce titre, vous proposez une structure différente de celle qui existe, celle qui est choisie pour parler avec l'État, pour imposer la vôtre. C'est pas un élément comparatif et c'est pas pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Encore une fois, je le répète pour qu'on le comprenne bien. J'espère qu'on a les oreilles grandes ouvertes. Venez, on change d'approche et plutôt que d'être dans la concurrence les uns des autres, on répond à des besoins très concrets. Où est-ce qu'on enterre nos morts? Comment est-ce qu'on éduque nos enfants et comment est-ce qu'on s'éduque nous-mêmes sur la religion que l'on a choisie? Comment est-ce qu'on finance nos mosquées et nos associations? Comment est-ce qu'on permet aux pèlerins de partir au Hajj en revenant avec des bons souvenirs plutôt qu'avec des expériences traumatiques? Et promis, si on arrive à répondre à ça de manière très concrète, avec des projets qui apportent un service réel, qui apportent une valeur réelle, toutes ces questions caduques de qui contrôle le micro et de qui représente et de qui est invité à l'Élysée, ces questions, elles deviendront périmées. Et c'est ça l'utilité de la consultation. Excusez-moi, vous pensez pas justement que du fait de l'existence de plusieurs structures comme ça, il y a une forme de cacophonie qui s'installe et qui fait qu'au niveau de l'État, eh bien, on écoute très peu ce qui pourrait ressortir de cette on puisse n'écouter que très peu ce qui pourrait sortir de cette consultation, puisque on a déjà d'ores et déjà investi certaines personnes pour recueillir la parole entre guillemets des musulmans, ou en tout cas les intentions des musulmans sur ces terrains-là. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas de souci avec le gouvernement de le tenir informé de la même manière qu'on tiendrait informé des journalistes qui nous interrogent. Vous avez été approché la primeur. Ça, cette question, elle est récurrente et bien sûr que des fois il y a des contacts de députés, d'élus, d'institutionnels qui essaient. Non, mais par rapport à l'organisation que souhaite mettre en place Macron, est-ce que vous avez été approché? Non, j'ai pas été appelé par Emmanuel Macron. Maintenant, je réponds à la question. Donc, il faut s'attacher justement à restituer d'abord la parole en direction des musulmans, et puis il faut essayer de sortir de cette démarche où on cherche ce que le gouvernement souhaiterait et on cherche ce que le gouvernement voudrait pour les musulmans. Donc, vous voulez vous imposer
imposer. Non, c'est pas encore une fois, c'est pas ça. Parce que dès que vous disiez imposer, il y a une notion d'espace. Non, mais moi, par exemple, si il y a une espèce je me mets à la place d'une personne qui a participé à cette consultation, qui vous entend là aujourd'hui à la radio et qui finalement réalise que, pour le moment, on sait pas trop ce qui va advenir de tout ça. Je me pose, je me dis légitimement, enfin, j'ose penser que cette question est légitime. À quoi ça a servi? Alors, bon, d'abord, j'espère que peut-être je me suis mal fait comprendre. Disons que le 7 ou 8 septembre, on va publier les résultats. Bon, en même temps qu'on va publier les analyses, on va vous dire, voilà, vous nous avez dit que le pèlerinage, les rites funéraires, l'organisation de tel et tel sujet, ça vous semble des besoins importants, des problématiques importantes. On a bien compris, et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'intellectuels ou d'imams ou de responsables associatifs qui se sont penchés là-dessus, qui ont fait un audit et qui vous proposent quelque chose. Un exemple tout bête. Sur les rites funéraires, peut-être que le fait de laver les corps, le fait d'aider et d'assister les familles, que ce soit dans leur rapatriement ou dans le fait d'enterrer les gens sur place, le fait d'avoir des carrés musulmans et tout ça, ça fait partie des priorités des musulmans. Ouais. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on s'y prend? Et on dira aux gens, voilà, il nous faut des centres funéraires dans toutes les grandes régions de France. Ça va nécessiter telle compétence juridique et réglementaire, ça va nécessiter telle compétence théologique. Il y a besoin d'avoir des lieux, donc il y aura nécessairement un petit budget à prévoir pour ça. Et là, on dira aux gens, si vous soutenez ce projet-là et sa mise en œuvre, voilà les gens qu'on propose, et voilà la feuille de route qu'on vous propose. Mais en réalité, on aura vraiment une approche utilitaire, service, concrète. Et donc, du coup, c'est ça qui ressort de la consultation à moyen terme. Quand vous dites, Marouane, voilà les gens qu'on propose, en réalité, il y a déjà des gens qui se sont proposés. Donc la consultation des musulmans, je le rappelle aux auditeurs et aux auditrices. Donc c'est un sondage de quelques questions qui a été donné à la réflexion. Cette réflexion, elle a permis de faire émerger différents projets. Et parmi eux, et un qui, il me semble, il est important d'en parler, on a une personne, une femme ou un homme, je n'en sais absolument rien, qui a proposé justement de mettre en place un centre de formation des associations qui va pouvoir justement permettre de former les personnes qui sont porteuses de projets, de les structurer, d'aller chercher des financements et de faire que on passe d'une idée, un projet, à une association qui est pérenne et qui ait une envergure d'un point de vue national. En tout cas, c'est la prétention. Son idée, c'était de dire on a des leaders, on a des responsables associatifs, mais en général, ils sont pas formés à gérer des équipes, à gérer des projets d'importance, ne serait-ce qu'à communiquer. Donc peut-être que même s'ils sont très légitimes et on met pas en doute leur intention, est-ce qu'on peut pas imaginer des formations pour ces gens-là pour que ça se passe encore mieux dans les projets? Voilà, on a déjà des thématiques justement, on a déjà des thématiques qui se dégagent un peu. D'abord, combien de personnes ont participé? Alors, parce qu'on en a pas parlé. 24-25 000 personnes pour la consultation en ligne et ensuite à peu près 4000 personnes pour les consultations en local dans les mosquées, dans les associations. Ensuite, on a sur la base des consultations locales auxquelles on a participé, on a une bonne idée des grandes problématiques qui se dégagent. C'est celle que j'évoquais tout à l'heure. Le fait d'avoir une meilleure organisation des lieux de culte, une meilleure communication en direction des fidèles, des questions très pratiques de rites funéraires, d'organisation du pèlerinage, de début et de fin du mois de Ramadan, une meilleure représentation, une meilleure participation des différents courants, des différentes origines, y compris au sein des mosquées et des. Vous pensez que les pouvoirs publics français sont prêts à entendre qu'une telle organisation au niveau local, régional, départemental, ce que vous voulez, puisse avoir lieu sur le territoire français avec tout le discours qu'on entend sur la laïcité, sur Anissa, c'est la troisième fois que vous revenez là-dessus et pour une raison très légitime, je la comprends parfaitement. Mais je le répète encore une fois, il faut s'affranchir de ce que le gouvernement français souhaiterait pour les musulmans et de ce que le gouvernement français accepterait pour les musulmans. Les musulmans sont des citoyens de plein droit et ils ont, du point de vue de la loi, une liberté de s'organiser. Non mais vous parlez par exemple d'éducation populaire tout à l'heure. Enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que par exemple est-ce que c'est le droit pour toute femme de porter le voile? Et j'en sais rien. Enfin, je pose cette question. Mais on sait qu'il y a une crispation, je dirais même presque une mystérisation du principe de laïcité, du principe de laïcité. Est-ce que justement vous pensez pas qu'il risque d'y avoir des tensions qui peuvent se créer du fait de cette volonté certainement communément partagée? C'est clair. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à entendre finalement la voix
réelle, la voix concrète des musulmans de France. Moi, je pense que vivant en France plutôt. Du moins, je formule le souhait que au gouvernement et dans les institutions, on ait des gens qui sont suffisamment raisonnables et suffisamment intelligents pour traiter une fois pour toutes les musulmans comme des citoyens de plein droit, et donc des adultes qui sont capables de s'organiser comme eux le souhaitent sur les sujets que eux souhaitent et de la manière dont eux le souhaitent. Mais là, justement, avec cette consultation initiée par les préfets, bien sûr que ça va générer des crispations. À partir du moment où dans certaines régions ou bien certains partis politiques ont eu l'habitude de parler à des musulmans comme à des citoyens de seconde zone et de les faire asseoir pour leur donner des instructions et leur expliquer comment ils devraient faire les choses, à partir du moment où ces musulmans vont s'exprimer librement et s'organiser librement, on va voir, ah zut, on n'avait pas réalisé que vous aviez une opinion et on n'avait pas réalisé que cette opinion et votre manière d'agir allait un peu rebattre les cartes de la société française. Mais je vous pose la question, on est en 2018, est-ce qu'on peut encore accepter que 4-5 millions de la population soient en situation où ils ne sont pas dotés de structures qui les représentent, qui les organisent, qui répondent à leurs besoins? Est-ce qu'on peut accepter encore en 2018 qu'une jeune femme, juste pour le simple fait de porter un foulard, devienne un sujet de polémique nationale pendant 2 ou 3 semaines? Personnellement, en tant que musulman lambda, c'est non. Et c'est pour ça qu'on agit. Personne ne peut l'accepter évidemment, mais cela aussi pose des questions d'autocritique envers aussi cette communauté qui n'a peut-être pas su ou pas pu organiser, j'allais dire, une structure forte et des réponses fortes, et peut-être faire émerger donc au sein de cette communauté des personnes qui puissent avoir la parole, la vraie parole, et non pas des personnes qui sont choisies comme ça sur le terrain parce qu'ils ont un discours lisse, etc., et que ça arrange, invité sur les plateaux de télé. Voilà, tout simplement. Maintenant, si j'ai bien compris, pour faire un peu le résumé de votre démarche, c'est on ne s'occupe plus de ce que veut faire de nous l'État, parce que de toute façon, à la limite, c'est même pas à l'État de s'en occuper. Parce que là, on pourrait considérer que c'est une exception que fait l'État vis-à-vis des musulmans, puisqu'on rabâche à longueur de journée la laïcité. Vous proposez donc de s'organiser, donc de se renforcer dans le communautarisme et d'essayer de s'organiser avec des structures, des personnes qui émergent et qui vont essayer de par leur parcours, de par leur spécificité, essayer d'organiser, de remettre un peu d'ordre. Finalement, votre consultation et votre démarche pointe du doigt l'inefficacité du CFCM depuis 2003. Non, ça c'est votre opinion à vous. Je viens d'expliquer et j'ai expliqué dans toutes les consultations locales que, y compris vis-à-vis du CFCM, il fallait avoir une opinion d'abord qui soit une opinion informée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le travail du CFCM, et puis ensuite que de la même manière qu'on est capable de formuler des critiques, il faut aussi être capable de formuler des choses positives, parce qu'il y en a eu pendant aussi quelques années. Maintenant, la notion de communautarisme, elle est régulièrement invoquée s'agissant des musulmans, et elle correspond pas. Ah non, mais moi j'en ai pas peur, et les musulmans eux-mêmes n'en ont pas peur. Sauf que dans la réalité sociologique de la vie des musulmans, ils sont parmi les gens qui ont le plus d'interaction avec le reste de la société. Les musulmans, c'est les gens qui ont le plus souvent leur meilleur ami en dehors de leur communauté. C'est bon de le rappeler, Marouane. C'est des gens qui travaillent dans des entreprises, qui travaillent dans des écoles, dans des universités, donc ils vivent avec le reste de la population. Mais de la même manière, il y a aussi des questions qui les concernent plus spécifiquement. C'est pas le sujet de l'opinion publique de savoir comment on va organiser la fête de l'Aïd ou ce qui se dit et ce qui se fait dans les mosquées. C'est les musulmans qui décident en premier lieu, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est de leur religion qu'il s'agit. Donc, venez, on essaie d'approcher les sujets de manière pragmatique en disant que le fait que les musulmans s'organisent, ça veut pas dire qu'ils font sécession avec le reste de la population, ça veut pas dire qu'ils sont en rejet des institutions et des mairies et ainsi de suite, ça veut juste dire qu'ils se comportent comme des citoyens de plein droit et qu'ils interagissent avec les pouvoirs publics comme des citoyens à égalité. On travaille ensemble sur des sujets, mais on peut avoir nos différences sur d'autres sujets. Alors, de manière concrète, Marouane, donc cette consultation, elle a été menée. On a eu 24 000 questionnaires qui ont été relevés. On a des données statistiques qui sont mises en avant. Donc, plus de femmes, 60% de femmes qui se sont investies, en tout cas, dans cette consultation, à répondre à ce questionnaire. D'un point de vue pratique, à partir du mois de septembre, octobre, donc vous me dites qu'il y a plusieurs projets qui vont en ressortir. Donc, qui va les mettre en avant? Est-ce que c'est vous? Encore une fois, j'ai envie de dire, excusez-moi, Marouane, désolé. Ou est-ce que c'est vous, justement,
avec votre collectif, enfin, qu'est-ce qui va se passer de manière concrète? À quoi on doit s'attendre? On est très content, en tout cas pour la plupart des personnes que j'ai pu consulter. On est content qu'il y ait une initiative, mais derrière, il a pas tous, Anissa, il faut relativiser. Il y a des gens aussi qui sont pas très contents. J'ai dit en majorité, voilà, en majorité, on est assez content, en tout cas qu'on vienne poser la question aux musulmans sur ce qu'ils veulent, mais de manière concrète, au mois de septembre, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Aujourd'hui, un auditeur ou une auditrice veut rejoindre l'aventure, veut apporter un projet, comment il fait et comment est-ce que son projet va être sélectionné et qu'est-ce qui va faire que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, cette consultation, elle va arriver à des choses qui vont être aussi en concurrence avec l'État, étant donné que nous, on veut absolument notre indépendance. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire, non, surtout pas, il y a les assises territoriales qui sont gérées en plus par les préfets, donc on est en train de nous dire stop. Ouais, alors, juste, tout à l'heure vous expliquez que 75% des auditeurs souhaitaient que je prenne des responsabilités, moi, dans ces sujets, et j'expliquais en répondant que personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Mais ça convoque aussi une responsabilité des musulmans à dire que, ça c'est pas juste la consultation de Marwan Mohamed ou qui a été initiée par lui. Venez, qu'est-ce que nous on peut faire pour que cette consultation, elle se transforme maintenant en une phase de projet opérationnel. Nous, ce qu'on avait promis, c'est de mener une consultation, de la mener correctement, de la mener de manière transparente et de restituer les résultats de manière sincère. C'est-à-dire en donnant la parole des musulmans telle qu'elle est et sans nécessairement préempter cette opinion. Ensuite, est-ce qu'on va apporter du crédit? Excusez-moi, je rebondis juste sur ce que vous dites, monsieur Marwan Mohamed. Est-ce qu'on va apporter du crédit à, j'ai pas fait les calculs, mais 6 millions de musulmans en France, 30 000 résultats de la consultation. Est-ce qu'on va pas trouver que c'est un petit peu, enfin, j'inclus et le questionnaire et les consultations locales. Est-ce qu'on va pas finalement se dire que c'est peu? Pas représentatif, c'est ça que tu veux dire. Tout à fait. C'est peu au regard de la communauté musulmane de France. Moi, j'avais fait un focus thématique méthodologique justement spécifiquement là-dessus. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a 30 000 réponses, c'est déjà 30 000 fois plus légitime que ce qui s'est fait jusqu'à présent, puisque c'est la première fois qu'on interroge les musulmans là-dessus. 2, à aucun moment pendant la consultation, ni avant ni après, on a prétendu que ça c'était représentatif des musulmans. Justement parce qu'on n'a pas nécessairement des critères précis, sociologiques, sur qui a répondu et comment ils ont répondu. Pour vous donner un ordre d'idée, un échantillon de sondage représentatif dans des grandes études de l'IFOP, de l'INED ou autre, c'est 1000, 1500 personnes, 2000 personnes. Là, on a 15 fois plus que ça. Donc, la consultation et ses résultats, sans prétendre à être représentatifs, du moins, elle sera significative. Maintenant, quand on rapporte ça à 1 million, 5 millions de personnes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'était pas juste dans un petit sondage. On était vraiment dans une consultation où les gens devaient rédiger, formuler des choses. Et ça, c'est déjà un nombre très, 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 très important. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à la rentrée, rendre compte des résultats de la consultation et esquisser des axes d'action, des axes de projet. Et ensuite, mettre les gens en face de leurs responsabilités. Ouais. Il y a ce sujet qu'on a évoqué tout à l'heure des rites funéraires, il y a le halal, il y a le hajj, il y a le financement des mosquées, il y a toutes ces questions-là. Aussi, il y a la lutte contre l'islamophobie, la non-discrimination contre les filles qui portent le hijab, tout ça. Et donc, là-dessus, il va falloir qu'on esquisse sous la forme de fiches projets ou de quelques idées. Vous nous avez demandé ça, voilà ce qui pourrait être justement, quand il y a des fiches projets, il y a quelqu'un qui accompagne ces personnes-là? Là, pour le coup, il va falloir faire aussi un chiffrage de ces projets, de ces priorités, et de dire ensuite, ok, sur les 20 projets et les 15 grandes thématiques qui ont été évoquées, qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, et ensuite, mais vraiment de manière très tactique et très stratégique, dire ça c'est super important, mais il n'y a pas les moyens de faisabilité à l'heure actuelle, donc c'est quelque chose qu'il faut décaler dans le temps, et voilà pourquoi il faut le décaler dans le temps. Mais on vous propose de commencer avec le projet B, qui peut-être est moins ambitieux, qui est réalisable, et ça va montrer que de A à Z, on va être capable de mener à bien cette démarche. Tout à l'heure, Christophe disait que les musulmans parfois sont pas capables de s'organiser, ne se prennent pas en charge et tout ça. Moi, mon expérience de terrain, elle montre exactement le contraire. À chaque fois qu'on a traité les musulmans comme des adultes, qu'on leur a posé un constat, parfois même un constat de complexité, et qu'on leur a expliqué les tenants et les aboutissants d'un sujet, ils ont fait exactement comme nous autour de la table. Ils ont dit, ok, on a bien compris, on soutient et on le fait.
Et c'est comme ça que les projets c'était posé sous forme de questions. Bien sûr. Alors, Marwan Mohamed, on va vous remercier parce que je sais que vous avez un train à prendre là et que vous devez nous quitter. Ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous pour les résultats qui seront donc, si on l'a bien compris, publiés les 6 et 7 septembre prochains. Donc, un petit tour par France Maghreb 2. Vous connaissez la maison, vous êtes plutôt bien accueillis, j'espère en tout cas. Alors moi, j'ai une question personnelle. Ah. Voilà. Sur un sujet qui est important parce qu'on n'en parle pas assez, on n'a pas pu en parler ce matin, mais vous êtes au courant concernant les femmes qui portent le foulard. Il y a une interdiction au sein de l'Assemblée nationale du port des signes religieux. Vous êtes au courant, Marwan, non? Oui, je suis au courant de ça. Voilà. Donc c'est une modification en fait du règlement intérieur par de Rugy. Et derrière, on a quasiment aucune personnalité qui s'est soulevée, même de la communauté musulmane. Vous, en tout cas, j'ai été chercher à l'époque. Est-ce que Marwan a dit quelque chose? Est-ce qu'il va mettre en place quelque chose? Est-ce que Hanan a dit quelque chose? Moi, j'ai parlé, j'ai essayé d'aller chercher les gens. Mais comment ça se fait qu'on ait un tel désintérêt sur des questions aussi essentielles d'un point de vue politique et notamment sur les femmes? D'abord parce que ça impliquait sur des cas concrets pas énormément de femmes qui étaient dans cette situation-là, et parce que la plupart, pour vous dire une réalité de terrain, la plupart des cadres associatifs sont sur plein d'autres urgences du LGF, le grand forum avec Hanan Zamani et avec Anissa Rigui, et vous, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000, je pense, mesdemoiselles, mesdames, que nous avons essayé de questionner, en tout cas Marwan Mohamed, y compris dans ses contradictions, quant à cette consultation et cette question du jour. Donc, alors, tiens, on va aller voir si ça a un petit peu évolué les résultats chez Hanan. Alors, je vais te dire tout de suite. À savoir, souhaiteriez-vous que Marwan Mohamed occupe un poste à responsabilité au sein des nouvelles instances que souhaite mettre en place Emmanuel Macron? Alors il nous a bien dit que non, qu'il envisageait d'occuper aucun poste. Ouais, tout à on fait, est d'accord, tout le monde est témoin. Donc quand dénonce, par oral, voilà. Donc est-ce que les résultats ont changé ou pas sur Facebook, ma chère Hanan? Alors les résultats sur Facebook, 52% de oui. Ah, donc ça a baissé quand même. Oui, on a eu 2 ou 3 votes supplémentaires, mais c'est une question qui a bien fonctionné sur Twitter et sur Facebook, qui a bien fonctionné aussi. C'est juste que mon ordinateur rame un petit peu. Ah, donc et 52% c'est Twitter, c'est ça? 52% c'est Twitter, et sur Facebook on est toujours à 73% de oui, mais avec des personnes qui répondent non parce que elles ne veulent pas que Marwan Mohamed travaille avec le gouvernement. Donc on sous-entend, elles sous-entendent qu'elles veulent garder leur indépendance. Alors, je vous pose la question, amis auditrices, auditeurs, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous le pensez sincère dans sa démarche? Est-ce que vous avez compris un petit peu l'objectif de cette consultation? Est-ce que vous allez y participer? Je vous pose la question, vous nous appelez d'ailleurs au 01 40 33 9000 en toute liberté bien sûr. D'abord Hanan, qu'as-tu pensé de l'interview? J'ai trouvé que c'était une interview sans langue de bois, à l'instar de ce qu'on fait chez France Maghreb 2. Donc toutes les questions en tout cas qui nous ont été transmises par nos collègues chroniqueurs du LGF ont été posées sous la même forme ou sous une autre. D'un point de vue des réponses que je retiens personnellement, c'est ne faisons pas par rapport au gouvernement, mais faisons par rapport à nous-mêmes, et soyons dans l'émancipation tout simplement. Voilà ce que je retiens. Anissa? Je partage ce que dit Hanan. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et de manière résumée. Maintenant, j'attends de voir. Véritablement, j'attends de voir. Moi, je veux bien lui donner le bénéfice du doute à Marwan Mohamed, même si en toute franchise, en toute transparence, j'ai quand même du mal avec les démarches complètement désintéressées. Enfin, j'ai du mal à concevoir dans cette société de marchandisation de tout, en tout cas de retour sur investissement de tout. J'ai du mal à croire qu'on puisse faire les choses sans recueillir le fruit de ces choses-là d'une manière ou d'une autre. Donc j'attends de voir. On se sentait un peu agacé parfois par nos questions, non? Disons que c'était une question. Non, c'est une question qui est récurrente. On débriefe. Oui, tout à fait. Mais c'est une question qui était récurrente, mais qui me semblait en effet légitime, parce que toujours se pose la question du sens. On lance la consultation. Je pense que la démarche elle est en effet légitime, parce que c'est bien beau de toujours dire les musulmans on les écoute pas, on fait pas attention à eux. Au contraire, on les humilie, on les maltraite, et politiquement et juridiquement et autres. Et de l'autre côté, on ne fait rien. Je trouve que la démarche elle est quand même légitime. Elle est plutôt
porteuse, en tout cas, visiblement, puisqu'il va s'en dégager un certain nombre de... Ouais, voilà. Il va s'en dégager peut-être des choses positives pour la communauté. Maintenant, c'est l'instrumentalisation de cette démarche. Voilà, c'est toujours la question du sens. Pourquoi, dans ce contexte qui est celui-là, à savoir en effet une volonté politique d'organiser l'islam de France, enfin de faire un islam de France, d'organiser le culte musulman, pourquoi lancer cette consultation tout de suite via Marouane Mohamed d'ailleurs, même s'il s'en défend, hein, même si voilà, alors même que il y a d'autres organisations qui ont probablement, ou en tout cas d'autres comités, ou peut-être même d'autres associations qui ont eu l'idée et qui ont peut-être pas eu forcément le temps de le faire ou de la mettre en pratique. Alors vos appels évidemment et votre ressenti nous intéresse au 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette rencontre qui a eu lieu dans nos studios avec Marouane Mohamed, de cette consultation. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous la trouvez utile? Moi personnellement, je vais vous dire très sincèrement, j'ai encore pas compris l'utilité de la consultation. Et ce que je cherche à faire, l'utilité de la consultation. Non, personnellement, j'ai pas compris. C'est déjà de donner la parole aux musulmans. Oui, donc une des principales questions du questionnaire, c'est quels seraient vos projets. Donc là, effectivement, on a eu des réponses concrètes. Donc un des exemples, créer un centre de formation pour les associations. On sait aujourd'hui que les musulmans sont très actifs dans le domaine de l'associatif. Donc parfois, il leur manque des compétences, parfois il leur manque des financements, parfois ils ont du mal à se structurer un peu plus fort qu'une initiative purement locale. Ce qui va se passer, moi, si je comprends bien, c'est qu'à partir de septembre, octobre, effectivement, il y a une vingtaine de projets qui vont émaner de cette consultation. Donc, projets qui vont émaner des musulmans eux-mêmes et pas de Marouane Mohamed, on le reprécise. Lui, il a donné, par contre, à la fin de la consultation, il a fait... tout un article où il expliquait quelles seraient pour lui les priorités. Donc il a joué aussi le jeu de la consultation. Et ensuite, la vraie question qu'on doit se poser à nous en tant que communauté française de musulmanes, c'est est-ce qu'on sera capable de travailler ensemble et de faire émerger des projets collectifs. Donc il peut y avoir des projets individuels, donc gestion des rites funéraires, donc apprentissage de la langue arabe, comment améliorer ce point-là, mais c'est à un moment comment est-ce qu'on arrive à fédérer toutes ces forces aujourd'hui qui sont déjà existantes, des associations, il y en a plein, des personnalités, il y en a plein aussi. Donc moi, chers auditeurs, pour pas m'en cacher sur les personnalités que j'ai mis en avant, moi j'ai mis Fatima Wassak, j'ai mis oui, parce qu'elle fait un travail de terrain qui est extraordinaire et que c'est pas forcément aller que sur le domaine du cultuel. Une autre personnalité que moi j'ai souhaité mettre en avant, je sais pas si c'est une personnalité religieuse, mais en tout cas c'est une espèce de penseur, donc pas à la hauteur de Tariq Ramadan, ça c'est sûr, mais qui s'appelle Yanis Maïl. Donc voir comment est-ce que toutes ces personnalités qui sont déjà présentes et puis d'autres qui vont arriver à travailler ensemble et construire en réalité une espèce de fédération des forces musulmanes qui vont faire que à un moment ou à un autre, donc dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quand même un travail de longue haleine, moi, que je vois arriver. C'est pas dans un an tout va bien. Comment est-ce qu'on va arriver à se positionner par rapport à un gouvernement qui justement veut nous contrôler. La preuve en est la mise en place de cette consultation qui est dirigée par les préfets. Chers auditeurs, bon, c'est quand même grave. Alors on va prendre l'avis de nos auditeurs au 01 40 33 9000. Tiens, Samy de Champigny qui adore Hanan Zawani. Salut Samy. Ah bonjour Samy. Salut Christophe, ça va? Bonjour Hanan, ça va? Bonjour Samy, ça va très bien, voilà, merci. Numéro 1. Mais non, vous exagérez, mais non. Ça y est, le fan club. Merci. J'adore, À chaque fois j'appelle pour toi. Oh, c'est gentil. Alors Samy, qu'est-ce que tu en as pensé de cette interview? Moi, je suis contre un truc le monsieur ce qu'a dit tout à l'heure. Oui. Parce que je remarque où que ça a amené Tariq Ramadan, je me dis qu'on peut plus faire confiance. Donc moi, pour moi, c'est non. Donc c'est est-ce que vous avez plus confiance? Ça c'est une bonne Vous avez été trop déçu. Regardez où ça l'a amené. Donc lui, ça va l'emmener dans un autre délire. Donc le mieux, ça serait de se prendre en main, je pense. On n'a pas besoin d'eux. On a de la famille, on a des cousins, on a du monde autour de nous. On peut se prendre en main. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va parler à nos places ou nous expliquer ce qu'il faut faire. Regardez le pauvre Tariq Ramadan que ça l'a amené.
ça l'amenait en prison. Donc, mais là-dessus, on est d'accord. Ouais, enfin, effectivement, c'est d'avoir pas la confiance qu'on a placée en Tariq Ramadan qui l'a amené. Excusez-moi, il y avait une deuxième dame, désolé. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas, Samy. Ouais, non, je me mets en retrait, il y a pas de problème. Ouais, moi je préfère Hanan, moi. Non, mais il y a pas de souci. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Comme une sœur, même Christophe, moi, je te kiffe, frère, hein. Comme d'hab. Ah, ça, moi, j'aime pas trop Christophe. Elle a raison de s'en méfier. Ouais. Non, je rigole. Mais c'est vrai que, d'abord, premièrement, c'est pas la confiance qu'on a placée ou que des musulmans, les musulmans ont placé en Tariq Ramadan qui l'a amené en prison. C'est peut-être d'autres choses. Voilà. Gênantes, on va dire ça comme ça. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que tu soulèves quand même quelque chose de, une bonne question. Comment faire confiance après le cas Tariq Ramadan? On a été déçus déjà par le CFCM, qui au démarrage avait été vraiment porteur d'espoir et c'est complètement. Aujourd'hui, on peut dire que la plupart des musulmans soit ne savent pas ce que fait le CFCM, soit le rejettent totalement. Sauf pour le Ramadan. Bah écoute, à un moment, il faut bien écouter quelqu'un. Au bout d'un moment, le CFCM, il se fait défoncer à longueur d'année ici et ailleurs. Mais quand il s'agit de dire le premier jour du Ramadan, c'est demain, là, on écoute tout le monde le moi, CFCM. Je dis en toute détente que mon ex-mari, il a pas suivi le CFCM et il a fait le Ramadan la veille. Ouais, calcul. Voilà. Selon les calculs. Voilà. Merci Samy en tout cas pour ta question et pour une nouvelle fois avoir déclaré ta flamme à Hanan. Tu as le droit, bien sûr. Ne te prive pas, mon ami. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole et pour un petit peu nous dire ce que vous avez pensé de cette interview, de cette volonté de Marwan Mohamed et d'autres faisant partie de cette idée de vouloir lancer une consultation donc qui a bien marché puisqu'ils ont recueilli combien 24 000 participants, 24 000 votes sur internet, oui. Sur internet, elle est toujours d'ailleurs en ligne. Les résultats seront annoncés début septembre. Alors elle est plus en ligne, hein, non. Ah ça y est, c'est fini. Ah non, elle a été arrêtée à la fin du Ramadan, oui. Bon, Anissa, tu as participé? J'ai lu les questions. Ouais, t'as lu les questions? Ouais, mais je n'ai pas. Qu'est-ce qui t'a posé problème dans l'intitulé des questions? Encore une fois, c'est la question de savoir à quoi va servir ma voix qui m'a empêché d'aller au bout de la démarche en fait. Tant que j'avais pas de lisibilité sur ce que ça allait donner. Ouais. Et là encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités comme toi, Anissa, et je les respecte totalement, qui sont à dire ok, c'est bien, mais attendons de voir pour y croire. Voilà. Après, il y a des personnalités à contrario qui se disent au démarrage, moi-même j'étais un petit peu étonnée, tu te souviens Christophe, donc j'ai pris 2 jours de réflexion en pesant le pour et le contre et en disant à ceux qui étaient contre d'ailleurs et puis contre Marwan Mohamed, là c'était plus, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais écoutez, allez-y, répondez aux questions, je veux dire les questions de plébiscite sur les personnalités, justement, profitez-en pour mettre en avant des personnalités que vous connaissez. Mais par contre sur les questions de fond, il y en avait 2 d'importantes. Vraiment répondez et portez votre voix, parce que derrière on avait des personnalités comme Abdelaziz Chambi du CRI qui sur internet était très clair, était contre la consultation, contre même Marwan Mohamed pour des raisons X et Y qui me sont inconnues tout à fait d'ailleurs, et auxquelles j'ai répondu écoute oui mais Abdelaziz, derrière toi tu génères peut-être 10 000 à 15 000 voire même plus de personnes qui te suivent, donc à ce moment-là fais ta consultation toi-même, t'es pas obligé de répondre à ces questions-là et porte ta voix. Et pour finir, Christophe, sur la question que tu poses, en toute honnêteté, il y a une autre considération qui est entrée en ligne de jeu, qui est de me dire que finalement, je ne veux pas être seulement perçue comme une musulmane. Je veux, même si la question de la religion reste importante, surtout en ce moment, puisque la religion musulmane est ciblée de toutes parts, en fait, même presque physiquement. On l'a vu avec la découverte de la cellule antiterroriste. Donc, j'ai peur qu'avec ce type de démarche aussi, on enferme les musulmans dans des problématiques. C'est un piège qu'on tend. Non, c'est pas ça. C'est qu'on enferme les musulmans dans des problématiques strictement religieuses, en réalité, alors qu'elles pourraient prendre part de manière globale sur des problématiques citoyennes, sur des problématiques de... Alors, on va accueillir Sana qui nous appelle de Grenoble, si vous permettez. Sana, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Sana. Alors, en fait, moi, je voulais réagir par rapport à la consultation. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que je pense qu'il était vraiment temps qu'on nous donne la parole. Oui. Moi, j'y ai participé aussi. Là, pour moi, c'est peut-être alarmiste de dire ça, mais je pense que la situation des musulmans en France, elle est très très grave. Elle est grave.
Je pense qu'avec le temps, ça va être de pire en pire. On a les médias, on a les politiques qui parlent à notre place H24. Ils parlent de nous toute la journée, mais on ne nous laisse pas nous exprimer en quelque sorte, si je puis dire comme ça. Bien sûr, on est là tous les jours. Pardon ? On est là tous les jours dans le LGF. Oui, je sais, le LGF, oui, je sais bien, mais moi je parle de R, la radio qui commence par R et qui finit par C. Entre 11h et 13h, voilà, tous les jours, ils sont en train de, enfin, tous les médias en général. Heureusement qu'il y a le LGF d'ailleurs, hein, je tiens à souligner. Mais je pense qu'il était temps qu'enfin, il y ait une organisation, donc de la consultation, qui nous donne la parole. Parce que là, c'est n'importe quoi. On parle de laïcité toute la journée alors que l'État est en train de s'ingérer dans notre culte, alors que je suis désolée, on est tout à fait capable de le gérer. C'est plus la génération de nos parents, nous on est une nouvelle génération, voilà. Donc on est français, qu'il le veuille ou non, c'est comme ça, on bougera pas. Donc voilà, moi je félicite Monsieur Mohamed, ça fait un petit moment que je le suis. Je suis d'ailleurs aussi adhérente au CCIF. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'était très bien. Donc il a conquis au moins Sana du côté de Grenoble. Merci beaucoup en tout cas Sana. Merci à vous, bonne soirée, merci, à bientôt. Sana. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour nous donner évidemment votre avis sur cette interview de Marwan Mohamed qui était avec nous sur ce projet, sur cette consultation qu'il a lancée, qui est donc terminée. C'est vrai qu'on peut quand même se poser la question des 24 000 effectivement gens qui ont participé à cette consultation. Sur 4 à 6 millions de musulmans, ça fait peu quand même. C'est pas très représentatif. La question qu'elle lui a posée ça tout à l'heure. Ce qu'il a répondu lui, c'est que avant de démarrer cette consultation, Marwan Mohamed s'était mis des objectifs. Donc à 5 000 c'était bof, je crois. À 10 000 c'était représentatif. Ouais. Et à 20 000 là on pouvait pas mettre en. C'était significatif. Voilà, on pouvait pas mettre en cause cette consultation. Donc pour avoir un comparatif de consultations qui ont été menées dernièrement sur des populations aussi importantes, donc on a le mouvement Génération qui a lancé sa consultation, donc au niveau national, et ils ont à peine recueilli 20 000 réponses. Ah oui, c'est embêtant. Donc à côté, on peut dire que c'est un succès, oui. Bon, on va accueillir Rachida qui nous appelle, elle, de Bordeaux. On voyage beaucoup auprès de nos auditeurs. Bonjour Rachida. Bonjour. Bordeaux, très belle ville d'ailleurs. J'aime beaucoup Arcachon, moi, à côté de Bordeaux. Je vous conseille de partir en vacances à Arcachon. C'est très sympa. Bienvenue dans la ville de Bordeaux, oui. Ouais. Alors, Rachida. Oui. Alors, moi, je voulais témoigner un petit peu. Alors, déjà, hier, Marwan Mohamed nous a fait le plaisir de venir à Pessac, donc juste à côté de Bordeaux, pour justement faire un petit peu un constat et de nous donner un petit peu les résultats de cette consultation. Donc je l'ai écouté vraiment avec beaucoup d'intérêt parce que j'avais suivi cette consultation. Il y avait du monde, Rachida ? Alors j'avais l'impression que tout le monde était très enthousiaste à l'idée on était à peu près 200 personnes, mais moi j'étais assez déçue du monde qu'il y avait parce que je trouve que je pensais vraiment que en fait il y allait avoir beaucoup plus de monde. Je pense que le départ en vacances, le timing était un peu mal choisi. Ouais. 200 personnes un dimanche, c'est bien, hein. Oui, c'est plus un référendum. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde à la plage aussi. Mais entre faire le choix d'aller à la plage et d'aller voir Marwan Mohamed, excusez-moi, il y en a plein qui ont fait le choix. Hein. Non, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai fait le choix de rester à l'ombre et de l'écouter. En tout cas, c'est pas la quantité qui compte, c'était la qualité. L'échange était vraiment de qualité. On a beaucoup débattu, on a beaucoup discuté, on a essayé de discuter, essayer de faire avancer les choses. Je pense que chaque projet commence par la consultation, la discussion, beaucoup de débats. On a l'impression qu'on patauge un petit peu, mais en fait, on en a besoin. On a besoin de discuter, on a besoin de faire ce constat-là. Ouais. On est peut-être un peu précurseur, ça commence. Donc, il faut être très patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on cherche plus à être représenté, en fait. Chacun veut se représenter soi-même. Et pour paraphraser un petit peu notre président qui dit il faut utiliser les personnes de la société civile, je pense que c'est notre challenge aujourd'hui de chercher que chaque personne puisse apporter sa valeur ajoutée pour la communauté, en fait, pour faire avancer les choses. Après, que ce soit la communauté nationale ou dans chacun dans son travail peut apporter une valeur ajoutée à la communauté nationale et en particulier à la communauté musulmane qui, rappelons-le, est une religion assez jeune. Donc, on peut pas s'attendre à avoir les mêmes infrastructures que dans l'enseignement catholique, par exemple, ou dans les religions qui sont là depuis des centaines d'années. Donc, ce travail, c'est à nous de le faire.
Je pense que nos parents, les générations, Rachida, s'il y avait un projet que ont fait leur travail avec ce qu'ils ont pu faire, c'est-à-dire ils ont fait des murs, ils ont fait des mosquées, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils avaient peut-être pas l'éducation ou les codes pour faire autre chose. Aujourd'hui, maintenant, on est des générations qui sont éduquées. Donc à nous, avec notre bagage, d'apporter notre valeur ajoutée pour faire avancer les choses. Rachida, une question. Un projet que vous souhaiteriez voir émerger en particulier? Alors en particulier, j'en ai parlé justement hier. Moi, c'était le projet particulier, c'était l'éducation. Ah c'est même bien. Mais que ce soit l'éducation des enfants ou des adultes, je pense que l'éducation des enfants, elle est primordiale. On parle beaucoup de répression, mais moi je pense que l'éducation est primordiale. Donc l'éducation, que les enfants aient leur esprit critique, qu'ils puissent prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Mais pourquoi on a besoin de Marwan Mohamed pour éduquer nos enfants? Excusez-moi, ça me pose problème, ça. Je pense pas que Marwan Mohamed doivent éduquer nos enfants, mais on doit fédérer en fait toutes les personnes qui ont les compétences au niveau de la pédagogie, qui puissent Mais éducation à quel niveau? Sur le plan religieux, sur le plan critique en fait, être capable d'analyser une situation. Sur tous les plans, je pense qu'on a besoin d'éduquer. Alors donc créer des écoles spéciales, c'est ça? Moi je suis dans la physique chimie, donc moi je sais que je vais être prof de physique chimie. Ouais. Donc par exemple à ce moment-là, je vais être dans l'éducation nationale ou dans l'éducation privée. Mais je pense que il y a un gros chantier, que ce soit l'éducation, en général, pour que la communauté musulmane ou la communauté nationale, comme je disais depuis tout à l'heure. En tout cas, Christophe, tu poses la question de savoir est-ce qu'on a besoin de Marwan Mohamed pour s'éduquer? Évidemment que non. Après, moi, sur deux ateliers, excusez-moi, Rachida. Une organisation, en fait. Ouais, on avait tous, on était focus sur cette consultation, et si il nous permet de converger et que s'il est la raison pour laquelle on va pouvoir tous discuter et s'entendre, pourquoi pas en fait. Si lui il nous tend la main, ce serait complètement bête de dire non, on n'a pas besoin de ta main et que chacun écoute son ego et ne pas. Merci Rachida. Vous nous écoutez Rachida. Comment à Bordeaux, Rachida? Petite question subsidiaire. Je vous écoute par ma Freebox et sur la télé. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup Rachida. Et bonne soirée. C'est plus un référendum là que Marwan Mohamed a lancé, c'est un plébiscite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un plébiscite. Non, mais ça veut dire que les gens sont orphelins finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu, on le rappelle quand même, qui a été porte-parole du CCF de 2010 à 2014, ensuite qui a été directeur exécutif. Donc aujourd'hui, c'est une des rares personnalités qu'on ait eu l'occasion. Pas lui qui a fait le meilleur boulot au CCF, mais bon. Qu'on n'ait pas eu. Alors c'est peut-être une des rares personnes qu'on a l'occasion de voir à travers les médias. Donc forcément, il est porteur d'espoir. Et puis derrière, il y a quand même des compétences. On va pas non plus. L'espoir, c'est la pub, ma chère Anan. Et on est de retour dans un instant pour le Libertad. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum. Quelle journée, ma chère Anissa, quelle journée. Absolument. Parce que pour ne rien trahir comme secret, nous sommes allés ce matin interviewer la députée En Marche, Sonia Crimi, dans son bureau à l'Assemblée nationale. Pour le coup, il y avait de la clim, contrairement ici. C'est vrai. Je dis ça. Et vraiment, une belle interview avec Sonia Crimi qui a parlé vrai, tout en spontanéité, et qui nous a dit moi je prends pas de notes, je vous répondrai de manière spontanée à vos questions. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tenu le pari pour le coup. Question qui ne lui avait pas été envoyée au préalable. Sinon on refuse. Moi je refuse personnellement. Libertad. Oui. Alors Libertad, c'est parti. 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous nous appelez 01 40 33 9000. Et quand on parle Libertad, il y a forcément Medjahed dans le coin. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, Méziane, bonsoir. Vous m'avez reconnu. Bah oui. Bon. En même temps. Bonjour, Méziane. Bonjour les filles. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Alhamdoulilah. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais vous faire une suggestion à propos de la représentation des musulmans en France. Oui. Alors, je voudrais qu'il y ait un recensement fait par les mosquées. Oui. Et à ce moment-là, on aurait le droit à des cartes d'électeurs et toutes les ouailles, et en même temps au masculin et au féminin, oui, puissent donner leur avis, et puis qu'il y ait des représentants qui fassent une campagne
comme pour des élections présidentielles. C'est des élections, voilà. C'est pas bête, Méziane. Des vraies élections, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y a quelqu'un qui se présente, qu'on ne sait pas d'où il vient, comment il est arrivé. Et vous savez, j'ai envie de vous dire, Méziane, même si on avait 3, 4, 5 personnalités qui ressortaient, moi je trouve ça dangereux en réalité. Ah bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Et rien comme d'habitude. Non, c'est pas. C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait une représentativité de toutes les composantes musulmanes et que chacune ait sa spécialité. Aujourd'hui, non. Si. Écoute, aujourd'hui, c'est. Attendez, monsieur, quand vous allez à la télé, Méziane. Il n'y a pas une ou deux personnes qui prennent la parole. C'est bien un échantillon de personnes avec des spécialistes sur des sujets. Donc pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que du côté des non-musulmans ça se fait et pourquoi est-ce que du côté des musulmans ça se ferait pas? Bon, Méziane, on a entendu. Méziane, c'est Libertad. Pour les chrétiens, il y a un représentant. Là, tu rentres sur un terrain, Méziane. Ça pose une bonne question. C'est une bonne question que tu poses, Méziane. Merci. Non, parce qu'en réalité, ça y est, t'as foutu un beau bazar, Méziane. Non, c'est pas ça. C'est qu'à mon sens, il pose en effet une bonne question, celle de la représentativité de l'islam en France. Est-ce que c'est une religion qui se conforme à cette idée-là? Alors même que il vient de parler de la religion chrétienne, il y a un clergé. En islam, on n'a pas besoin de clergé. Pourquoi on aurait besoin d'un porte-parole? En réalité, la question elle est là. Je trouve que la question elle est pas si anodine. Non, elle mérite d'être creusée. Voilà. 01 40 33 9000 pour appeler Libertad, le grand forum évidemment ce lundi jusque 18h dans quelques minutes. Donc, allô, bonsoir. Allô. Ouais, voilà. J'en étais là. J'en étais sûr moi aussi. Il fallait qu'on l'ait, je pensais qu'avec la chaleur, il serait caché à l'ombre. Mais non. Même pas. Voilà. Pointe le bout de son museau. Voilà, c'est ça. Il pointe le bout de son museau. 01 40 33 9000, c'est le petit espace qui est réservé pour prendre la parole, que vous pouvez utiliser à chaque fin d'émission, bien sûr, au 01 40 33 9000, que vous soyez de partout en France. On l'a vu d'ailleurs au travers des différents appels que l'on a eu aujourd'hui. C'est une belle carte de France que nous proposent les auditeurs quand ils interviennent et ils nous écoutent. Ils téléchargent l'application. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. France Maghreb 2 avant de partir en vacances, car on le sait, beaucoup sont d'ores et déjà partis. Bon, il est encore en antenne parce que dans un instant on a mis Medjed. Bah oui, déjà, ça passe vite. En tout cas, merci beaucoup Anan Zawani. Oui. Et à très vite. À très vite, normalement, oui. Je sais pas quand, mais à très vite. On prépare une émission intéressante sur. On dit rien. On dit rien. Voilà. D'accord. C'est la surprise. C'est ça. On savait susciter l'intérêt. Oui. Anissa, j'ai passé une bonne journée avec toi, Anissa. Moi aussi, Christophe. Ça fut très intéressant et instructif. C'est vrai. Je vais dormir moins bête si j'y arrive ce soir. À dormir. Moi aussi, Christophe. Franchement, belle rencontre. Bon, super. Merci à toutes les deux et demain. Merci Anissa, merci à toi, merci Christophe. Et n'oubliez pas d'aller du côté de Renatlan de Montreuil demain au 50 rue de Paris pour aller voir le match, parce que je rappelle quand même l'équipe de France est en demi-finale. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? D'ailleurs, t'étais pas très chaud au départ. Non, je me souviens de toi disant. Très très moyen. Franchement, je vous dis honnêtement, je le sens très très moyen. J'ai très peur pour demain soir. Qu'on arrive au bout des limites de l'équipe de France. Demain contre la Belgique. Ils vont nous faire une belle blague belge, on va rien comprendre. Bon, bonne soirée à tous. En tout cas, on leur souhaite le succès. Et répondez d'ailleurs au sondage. Je sais que France Maghreb 2 a lancé un sondage sur le Facebook. Est-ce que vous pensez que la France va se qualifier ou la Belgique? Vous répondez, allez-y. France Maghreb 2, évidemment, vous connaissez le principe du Facebook, bien entendu. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain à partir de 16h. Excellente semaine. Merci de votre écoute. Il est 18h. Et l'heure de retrouver le flash, le rappel de l'actualité de ce lundi soir. Et c'est Marine Garel qui s'y colle. Bonsoir, chère Marine. Bonsoir à tous et à demain. Bonjour à tous. Le grand oral d'Emmanuel Macron à Versailles. Le président de la République réunissait aujourd'hui en congrès les parlementaires pour un discours d'1 heure sur les grandes lignes de sa politique. Un rendez-vous qu'il veut annuel, boycotté par la France insoumise et des élus de droite au moment où sont dénoncées les carences sociales de sa politique. Au programme de son discours, les grandes lignes des chantiers des 12 prochains mois pour mener à bien la transformation du pays, la réforme de l'audiovisuel et les retraites. Et dans ce contexte, relations tendues entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, le président de la République souhaitait rencontrer lors d'un déjeuner les différents chefs de file des groupes parlementaires. Jean-Luc Mélenchon a déclaré être retenu par des activités hostiles à son gouvernement. Une violente explosion la nuit dernière dans le centre-ville de Quiberon, une explosion due au gaz qui a eu lieu dans une boutique de torréfaction artisanale du café et de vente de produits d'épicerie fine. 10 personnes ont été touchées, dont 2 en état d'urgence absolue. La piste accidentelle est privilégiée.
À l'étranger, les intempéries au Japon. Depuis plusieurs jours, des pluies exceptionnelles déferlent sur l'ouest du pays. Selon un dernier bilan des autorités, au moins 57 personnes sont mortes. Une course contre la montre est lancée pour sauver les sinistrés. En conséquence logique, le Premier ministre japonais annule sa visite en France en raison de ces intempéries. Il souhaite donner la priorité aux sinistrés. Shinzo Abe devait se rendre en Belgique, en France donc, en Arabie Saoudite et en Égypte. À l'étranger, toujours un peu de douceur, puisque c'est jour de baptême. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, le petit Louis, le dernier enfant du prince William et de Kate Middleton, est baptisé à la chapelle royale du palais Saint-James. Et puis un mot de sport et de tennis avec les 8e de finale à Wimbledon. On suivra particulièrement les rencontres de Gaël Monfils, Gilles Simon, mais également de Novak Djokovic et Rafael Nadal. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.